Bien, merci Thomas. Richard, le nouvel esprit du syndicalisme. Oui, c'est d'autant plus amusant. Je promets, Jacob, de ne toucher à rien. Peut-être comme ça. Donc c'est d'autant plus amusant ce jeu de parole qu'au fond, voici le XXe siècle et qui passe la place aux jeunes, en somme. Voilà. Mon intervention à moi, elle portera sur quelque chose qui sera beaucoup plus à ras de terre. Thomas vient de nous donner une vision de loin, parce que son sujet est éloigné aussi, et parce qu'il considère la revue comme un objet. Moi, la revue, je vais vous en parler parce que j'ai eu à la faire pendant quelques années, qui ont été d'excellentes années, très intéressantes, passionnantes, mais un objet qu'on fabrique, une fois qu'il est fait, en fait, on sait souvent s'y intéresser. Typiquement, le numéro arrive, on est content, on le voit, on l'ouvre un petit peu, on trouve les coquilles, et puis on le ferme, et puis ensuite on passe au suivant. Donc c'est une expérience très très différente, et qui c'est des points de vue qui se rencontrent en quelque sorte. Alors, Laurent m'a passé une commande qui est de parler des choix éditoriaux et du métier d'éditeur. Les deux termes se rencontrent, et spécialement dans le cas de la revue, de notre chère revue, parce que tout simplement les choix, c'est un élément fort de la culture sédétiste. Et c'est peut-être le premier point sur lequel je voudrais insister, parce que vous verrez que ça engage une réflexion sur le métier ensuite. Culture sédétiste comme culture du choix, oui, évidemment. Avec l'idée de choix de société qui imprègne profondément l'organisation, avec le modèle de l'engagement également. Engagement collectif, envie de peser sur les choses, engagement individuel également quand on bascule dans le militantisme, ou quand on s'y glisse, ou quand on y est conduit naturellement. Il y a un moment, celui de l'engagement, qui est fondateur dans la vie de tous ceux qui font l'organisation. Le moment où on prend sa carte, le moment où on prend des responsabilités, ce sont des choses qui sont des choix aussi. Enfin, au cœur de la CFDT, et par des chemins qui sont parfois variés, il y a l'idée de choix personnel. Une culture de la responsabilité personnelle qui passe soit par puisqu'on est un sociologue ou un historien, la sociologie de l'acteur d'Alain Touraine, par exemple, qui a imprégné l'organisation, ou plus en amont encore, la culture chrétienne de la responsabilité personnelle, du discernement, qui se traduit par exemple dans la question des dilemmes professionnels, les dilemmes chez les cadres. Ce n'est pas tout à fait un hasard si c'est une question qui a été portée par la CFDT cadre notamment, puis par la CFDT aussi. L'idée du choix, elle est cruciale. J'allais dire chez nous, en tout cas ici, dans cette maison, et dans le monde qui se retrouve dans cette maison. Cette culture de la responsabilité, elle prend à la CFDT cadre une résonance toute particulière du fait de la profession, du métier, ou du rôle, ou de la position, on ne sait jamais comment définir les cadres, qui est envisagé, qui est le centre de l'attention de la CFDT cadre. Les cadres, on peut les définir par leur capacité à faire des choix. C'est une profession où on fait des choix, c'est aussi une profession où on subit directement des choix, c'est une profession où parfois on souffre de ne pas pouvoir faire des choix. Beaucoup de choses tournent autour de cette idée du choix, de ce qu'on peut engager ou pas, de ce qu'on est capable de porter ou pas, d'assumer ou pas. Parfois on s'écroule parce qu'on fait des choix qu'on n'a pas voulu. Parfois on porte des choix qu'on n'a pas aimés mais qu'on finit par incarner malgré soi. Bref, le modèle du cadre, au-delà de toute cette grande histoire de la technocratie, de la classe sociale, c'est aussi un exercice souvent en solitaire où on est devant des choix. L'édition d'une revue syndicale, et je ne parle pas ici simplement de métier d'éditeur, mais de l'édition comme processus d'élaboration qui est aussi collectif. L'édition d'une revue syndicale, donc, est une illustration de tout ça, notamment quand ça se passe à la CFDT, un monde marqué par l'imaginaire du choix, et notamment quand ça se passe dans un contexte où on parle des cadres, où les thématiques de l'encadrement, du management sont très présentes. Ça mobilise quelque chose comme une réflexion constante sur le choix. Qu'est-ce que tu décides? À quel titre tu le décides? D'où parles-tu, camarade, comme dirait mon camarade Denis Maillard ici présent? Et puis plus largement, qu'est-ce que ça engage? Parce qu'on peut s'engager soi, mais qu'est-ce qu'on engage en portant une parole? Cette revue, elle est marginale et en même temps, elle est centrale. Elle est marginale, je ne sais toujours pas qui la lit exactement, si elle se contente d'arriver dans la boîte aux lettres, si elle repose sur une table.
qui lit quoi, c'est quelque chose qui est relativement inconnu. On sait juste qu'on a un impact. Quand on fait la revue, on se dit, bon, ça va peser, je ne sais pas exactement jusqu'où, ça aura peut-être ça fera la différence parfois, peut-être simplement, ça va être lu, ça va marquer quelqu'un. Il y a la notion d'œuvre qui était citée par Valérie Charol et qui est centrale chez Hannah Arendt, elle arrive là-dessus aussi. Quand on fait le choix de publier, de traiter un sujet ou pas, on porte ce sujet jusqu'à quelqu'un. L'édition, c'est ça, c'est être une interface entre un thème, une interrogation, et puis un public, tout simplement. Et dans le cas de la CFDT, bien sûr, le public, ce n'est pas un public, c'est des militants, ce n'est pas un public passif, c'est des gens qui, à leur façon, participent aussi à ce qui est en train d'être dit. Et ça, c'est passionnant, parce que c'est à la fois quelque chose d'aveugle et quelque chose de constamment présent. On ne parle pas tout seul, on ne parle pas simplement devant des gens, on parle avec les gens. À nouveau, quelque chose de spécifique à l'édition d'une revue syndicale en général, mais au sein de la CFDT en particulier. Très rapidement, parce que je n'ai pas des heures pour développer, je traiterai trois dimensions de ces choix, pour vous donner simplement une idée de ce que ça peut représenter concrètement. Des choix, quand on est éditeur d'une revue, c'est d'abord des choix éditoriaux. Ces choix éditoriaux renvoient bien sûr à des choix politiques. Et ces choix politiques engagent une responsabilité. Donc ça sera à peu près les 3 temps très brefs de mon intervention. Rassurez-vous, l'introduction était probablement plus longue que ne sera la suite, mais l'essentiel est là en tout cas. Des choix éditoriaux, évidemment, parce que d'abord il s'agit de traiter des sujets, non pas simplement qu'est-ce qu'on va dire, mais de quoi on va parler. Question qui se pose dans un organe collectif qui est le comité éditorial, mais que souvent le rédacteur en chef est amené à se poser aussi tout seul. Choix éditoriaux, c'est des angles, des façons de traiter le sujet. Comment est-ce qu'on va le travailler, ce sujet? C'est aussi les choix d'auteurs, et des choix qui sont particulièrement sensibles, sur des sujets où on est constamment novice, j'y reviendrai. Comment savoir qui est expert? Valérie citait tout à l'heure la question des normes comptables. Il y a eu un superbe numéro en 2004 sur les normes comptables, mais mon Dieu, qu'il a été difficile à faire. Comment saisir qui étaient les bons auteurs, qui avaient une pensée qui pouvait nous éclairer, qui était la voix de son maître du monde de la finance, qui était un radical vain, qui était entre les deux. Je me rappelle de rencontres passionnantes et complexes techniquement avec un gars qui s'appelle Bernard Collas, qui est prof à Nanterre, qui avait commencé à défricher le sujet pour moi. Puis ensuite, il y a eu Nicolas Véron, et ainsi de suite. Et d'un auteur à l'autre, on finit comme ça par comprendre un peu mieux, par assumer un peu mieux ce qu'on sent du positionnement possible, pas de l'organisation, parce que ce n'est pas une revue politique qui va définir la ligne de la CFDT, mais d'une sensibilité générale cédétiste. Et ça, on est obligé de le porter. Et on ne connaît pas le sujet, et le sujet n'est pas traité politiquement encore, parce qu'on est un peu en amont. C'est quelque chose d'un peu informel. Ce qui s'est dégagé pour moi, comme expérience professionnelle, c'est une posture qui était celle de l'apprentissage. Et ça, c'est intéressant, parce que le lecteur est un apprenti. Il va découvrir le sujet comme moi qui suis en train de faire le numéro. Moi-même, comme rédacteur en chef, je ne suis certainement pas un expert du sujet, je suis un apprenti du sujet. Et la revue peut fonctionner, peut-être que Laurent en parlera également tout à l'heure, parce que c'est lui le rédacteur en chef à présent. La revue peut fonctionner quand on découvre en même temps que les lecteurs, en quelque sorte, ou plutôt avec un petit temps d'avance, puisqu'on élabore avec eux, mais quand on a cet étonnement, cette émotion de la découverte, cette envie de comprendre, si tout ça est mobilisé, et si tout ça engage les choix éditoriaux, alors le numéro peut marcher. En tout cas, il peut ressembler à quelque chose. Il aura une chance de toucher, non pas son public, mais de toucher les militants, de toucher ce qui en eux résonne d'interrogation, d'indignation, ou d'envie d'aller un peu plus loin que l'interrogation ou l'indignation. Donc cette posture d'apprentissage me semble un premier point qui est fondamentalement lié à l'idée d'engagement. On s'engage non pas parce qu'on sait, et en ça je m'écarterai un peu de Thomas, en tout cas la posture militante, c'est certainement pas celle du technocrate, du sachant, de l'expert. Il peut être expert d'un domaine, mais c'est d'abord celui qui essaie de comprendre. Et faire la revue, c'est offrir à une organisation qui essaie de comprendre des sujets un miroir
réflexif éventuellement de cette tentative. On offre une tentative. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut le faire bien ou mal. Parfois ça rate, parfois ça marche mieux. Mais en tout cas, c'est cette... on ne peut pas aller au-delà. Donc c'est un engagement fort parce que ces choix éditoriaux, c'est pas rien. Mais c'est un engagement qui passe par du tâtonnement, par une incertitude assumée, par du temps aussi. Cette revue, c'est un trimestriel. On pourrait pas, en tout cas, un rédacteur en chef ne pourrait pas en sortir 12 par an ou 11 en sautant le mois d'août. Tout simplement parce qu'il faut un temps pour maturer les sujets. Et l'engagement, c'est aussi, il y a cette idée du temps dans l'engagement. On ne s'engage pas à la légère. De la même façon, on ne publie pas à la légère. Et un numéro, quand il sort, il a subi une maturation, en fait. Cette question des choix éditoriaux, on s'en aperçoit déjà, renvoie inévitablement à des choix politiques. Je vais vous donner une illustration très, très simple. On travaille avec Monique Boutran, qui est cachée quelque part dans la salle, sur un numéro qui devait porter sur la question de l'égalité professionnelle, avec un angle assez fort sur l'inégalité homme-femme. Et puis avec Monique, on parlait, on discutait, on consultait. Quelque chose coinçait dans cette idée d'égalité. Et un jour, l'illumination est venue, on a retourné la formule. On s'est dit, on ne va pas partir de l'égalité, on ne sait même pas si c'est ça qu'on veut, l'égalité, ou si c'est ça que l'organisation veut ou que les gens veulent. C'est abusif. En revanche, l'inégalité, ça c'est un truc qui nous parle, qui nous motive, et surtout, l'inégalité, à partir de là, on peut travailler. Typiquement, sur les questions hommes-femmes, il y a des facteurs d'inégalité, et si on prend le monde des cadres, ben, là par exemple, il est 19h, il n'y a pas beaucoup de jeunes gens qui ont des enfants. Moi j'ai un bébé, je devrais partir à 19h15. Bon, il y en a, mais en tout cas, des réunions après 19h, c'est un facteur de discrimination des femmes, dans les cercles non pas de qualité, mais de responsabilité. Voilà un élément qu'on peut identifier. Voilà un thème militant qu'on peut porter, identifier, mettre en lumière. Bref, en parlant d'inégalité, on retournait un sujet qui était un peu vain, un peu abstrait, et on en faisait une petite machine militante. D'abord une machine de compréhension du monde, et puis une machine qui permettait d'aller assez loin dans des propositions politiques, dans quelque chose qui n'était plus tout à fait de la réflexion, mais déjà de l'équipement des équipes militantes dans les cahiers de revendication. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que certes, Monique, à l'époque, était secrétaire nationale, donc il y avait une forme de contrôle, il y avait une forme de... Enfin, c'est pas une culture de contrôle ici, mais il y avait une validation politique de ce qu'on était en train d'élaborer. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a beaucoup de numéros que François Fayol a découvert tout simplement parce qu'il était très occupé, que tout le monde était très occupé. C'est une maison où on travaille énormément, la CFDT cadre, et par moments on travaille ensemble, par moments chacun est dans son coin à essayer de finir. Donc il y a des numéros qui ont été découverts. Ils étaient déjà faits. On pouvait encore changer une ligne dans l'éditorial, mais pas trop, parce qu'on ne peut pas passer de 2 pages à 3 pages. Les choses se passaient bien quand même, n'est-ce pas François? Elles se passaient, et les choix politiques, quand il y en avait, étaient faits, je dirais, en connaissance de cause, c'est-à-dire avec une sensibilité commune, où en gros on savait jusqu'où on pouvait s'arrêter, ou jusqu'où on pouvait aller. Néanmoins, cette question des choix politiques, et ce sera le dernier point de cette intervention, cette question, elle ne peut pas être évacuée à la légère en disant « ça s'est bien passé ». Ça s'est bien passé, puis ça se passe bien toujours, il n'y a jamais eu de problème grave de ce côté-là. Mais n'empêche que si ça se passe bien, on peut se demander simplement pourquoi. Et là, c'est intéressant parce qu'un choix, y compris celui d'un cadre, y compris celui d'un éditeur de revue qui fait son boulot tout seul dans son bureau, il n'est pas tout seul. Ce n'est pas simplement qu'il y a une organisation derrière qui lit éventuellement la revue, c'est aussi qu'il y a une équipe autour, c'est aussi qu'il y a des échanges, qu'il y a différentes parties prenantes qui permettent de prendre la température. Et du coup, l'engagement, cet engagement-là, en tout cas, cet engagement qui est un engagement professionnel qui vire vers le politique, il est encadré, passez-moi l'expression, par un système non pas de verrou, mais par un système de points d'équilibre. Certains de ces points d'équilibre, ça peut être des procédures ou des questions de gouvernance. L'existence d'un comité éditorial, par exemple, répond à cette ambition. Une procédure classique, c'est aussi celle de la relecture, ou bien sur un sujet classique, on en réfère
à celui qui est politiquement en charge du sujet. Ou bien on prend la température du côté de la Confédération. Donc les procédures, c'est une chose. Un autre mode de régulation, en quelque sorte, de ces choix irait plutôt du côté de l'éthique. L'éthique comme façon de se comporter, comme éthique professionnelle en l'occurrence, à nouveau un thème fort de la maison. Une éthique qui évidemment est celle de l'individu qui est en train d'accomplir ce travail, mais qui est plus largement celle dans laquelle il baigne. Il y a des façons de faire, des façons de se comporter qui sont diffusées autour de vous quand on travaille. Et on s'y plie. Moi qui vous parle, quand je suis arrivé, je me définissais certainement pas comme un militant. Et j'avais l'impression d'être recruté précisément parce que je ne l'étais pas, donc je me suis défini comme quelqu'un de technique. Je me rappelle encore le petit sourire de Monique, parce que 2 mois plus tard, le doigt dans le grenage était devenu une main complète, et puis ben voilà, on devient militant malgré soi. C'est un des aspects de ce dont je vous parle, cette éthique commune qui finit par irriguer votre travail, c'est quelque chose qui est très fort, et qui est un mode de régulation qui n'est pas avoué, qui n'est pas matérialisé dans des procédures, qui n'est pas formalisé, mais qui est présent. Et on parle beaucoup d'autonomie à la CFDT cadre, mais l'autonomie, c'est un peu comme le don contre don dans les modèles de Marcel Mauss. C'est de l'échange d'abord. On confère de l'autonomie, et donc on met un petit sac à dos de responsabilité, et il y a des choses qui se jouent, qui se tissent. Il y a un tissu d'autonomie où l'autonomie est en contexte, elle est avec les autres. Il y a un tissu de responsabilité où on prend la sienne parce qu'on vous la donne aussi. Vous voyez, c'est des thèmes que vous connaissez parce que c'est des thèmes d'ici, tout simplement. Pour conclure rapidement, ces choix qui sont des choix d'organisation, qui peuvent être des choix professionnels, ces choix, tout le monde en parle ici, j'entends au sein de la CFDT, c'est une maison qui a la culture du choix. Mon expérience à la revue, c'est d'avoir fait l'apprentissage, non pas simplement de chacun des sujets que je travaillais, mais de cette culture du choix. Et là, il y a un travail de transmission dont je n'ai réalisé la portée vraiment que plusieurs années plus tard, et qui, me semble-t-il, est à mettre au crédit de la maison. J'entends la CFDT cadre, ses différents dirigeants, mais aussi plus largement la CFDT. Il y a des maisons où on travaille bien, des maisons où on travaille mal. On parlait du travail, comment ça se porte le travail. Au sein même de la maison CFDT tout entière, il y a des coins où on travaille bien, des coins où on travaille mal. À la CFDT cadre, j'ai eu le plaisir de bien travailler, c'est-à-dire d'être en mesure de faire des choix qui étaient souvent des choix forts, que je n'étais pas tout seul à assumer parce que je savais que d'autres pouvaient les porter, et donc j'étais attentif à ce qu'ils pensaient. Et cette culture d'attention commune, de bienveillance, de responsabilité partagée et assumée en même temps par chacun, c'est quelque chose qui forme une culture d'organisation. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit mesurer parce que c'est un facteur de qualité. Si cette revue dure depuis 70 ans aujourd'hui, ce n'est pas simplement qu'elle bénéficie du soutien d'une institution, qu'elle est elle-même une institution. C'est aussi parce que derrière cette revue, il y a quelque chose comme une culture maison qui permet de la faire. Et donc qui permet d'être bien quand on la fait, d'avoir peut-être la chance d'avoir des gens qui sont bien quand ils la lisent. Voilà, je m'en tiens là parce que j'ai déjà été trop long.